l'erreur pour les dirigeants français, c'est d'avoir pensé qu'on pouvait transformer les Français en Allemands, notre peuple. Mais oui, parce que vous considérez qu'il y a des cultures nationales. Voilà, mais je ne vais pas faire l'erreur inverse et commencer à m'imaginer qu'on peut transformer les Français en Anglais. Alors, est-ce qu'il s'appauvrit? Non, mais oui, mais alors j'aimerais quand même que vous m'expliquiez. Est-ce que c'est la France qui s'appauvrit et du coup, on répartit les fruits de cette pauvreté? Donc, il y a moins de retraites parce qu'on se paupérise. Et le problème, c'est que les gens en France ne voient pas, mais ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique aux gilets jaunes, ça s'applique aux grévistes, ça s'applique aux... Je voudrais remercier les cheminots et les gens de la RATP d'avoir conscientisé la société française au problème des retraites. C'est grâce à eux que maintenant, tous les Français savent qu'ils sont... La vie en France, avant, c'était... On est dans un monde dur économiquement. On entre sur le marché du travail. On essaye de survivre. Plus ou moins bien selon le niveau de diplôme. Mais il y avait cet horizon du refuge de la retraite. Une sorte d'endroit où la guerre était finie et on allait avoir quelques années paisibles. Et ce que nous promet Macron et sa fine équipe, je veux dire, c'est l'anxiété économique jusqu'à la mort. Alors, ce n'est pas exactement le discours du gouvernement Emmanuel Todd, puisqu'il dit que le point d'indice sera fixé et contrôlé par... Écoutez, ne reprenez pas le discours du gouvernement, ils ont tous les moyens d'opinion. J'ai un tout petit moment d'antenne. Non, mais vous je voudrais dire... Mais il faut quand même que ils ne peuvent pas. C'est pas possible. Si on a détruit le système industriel français, si on est dans un pays qui s'appauvrit, on va devoir gérer cet appauvrissement. Donc toute cette histoire est une vaste escroquerie, si vous voulez. Et les gens le savent et ils n'en sortiront pas. Et on va vivre là-dedans jusqu'à la prochaine présidentielle. Alors, est-ce qu'il s'appauvrit? Non, mais oui, mais alors j'aimerais quand même que vous m'expliquiez. Est-ce que c'est la France qui s'appauvrit et du coup, on répartit les fruits de cette pauvreté? Donc, il y a moins de retraites parce qu'on se paupérise? Ou bien est-ce que le gouvernement fait preuve de ressentiment, contrairement à son discours? Parce que son discours consiste à dire la valeur du point sera fixée et les agriculteurs, par exemple, bénéficieront de meilleures retraites. Non, Emmanuel Todd. Non, alors, de toute façon, j'aime pas tellement le mot de retraite universelle. Parce que le mot universel est très beau. Donc, vous voyez, et donc ça suggère quelque chose de noble. Donc, je suis à la recherche de termes alternatifs. Donc, j'avais évoqué le minimum vieillesse pour tous, qui est l'objectif final du gouvernement. Mais j'en ai un autre. Bah, j'ai fini par en trouver un autre. C'est pas ce qu'il dit, le gouvernement, Emmanuel Todd. J'en ai trouvé un autre qui va vous faire frémir. On est là pour ça. Allez-y, qui n'est pas dans mon livre. Mais si vous voulez, le modèle du livre, c'est l'idée d'une société paralysée, atomisée, de partis politiques qui ont disparu et d'un État devenu un peu fou et plein de ressentiments, d'une haute bureaucratie qui agit sans contrôle et qui veut mettre au pas la société. Donc il y a la notion, beaucoup plus que d'universalité, il y a la notion de mise au pas dans le macronisme. Et en fait, ça me gêne de le dire. Alors, je ne suis pas du tout en train de faire une amalgame, je ne vais pas aller trop loin. Mais le discours du national-socialisme... Ah, j'attendais le franchissement du point Godwin à 8h30. Non, c'est pour ça. Non, parce qu'il y a un concept très précis qui est très intéressant, qui évoque l'action d'un État qui veut mettre au pas et synchroniser la société. Enfin, vous voyez bien que ça n'a absolument rien à voir avec le national-socialisme. Non, mais le concept de Gleichschaltung, qui était l'un des concepts centraux. Vous allez devoir. Je l'épelle pour les gens. J'aimerais qu'on l'appelait comme ça. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de Gleichschaltung macroniste. G-L-E-I-C-H-S-C-H-A-L. Est-ce que vous pouvez me citer juste un cas où on a effectivement une équillance, Emmanuel Todd, entre le national-socialisme et ce que l'on vit aujourd'hui? Si vous trouvez un point, dites-le-moi. Non, je ne parle pas d'équivalence. Ah, l'autre, j'avais évoqué le jeu trouble avec la question juive, mais il ne s'agit absolument pas... Ça n'a absolument rien à voir. Il s'agit le mot juif qui est commun dans tout cela. Il s'agit, j'ai précisé, vous essayez de me faire aller où je n'étais pas. Non, c'est vous qui y allez tout seul. Je vous dis que je suis à la recherche d'un concept. Je ne suis pas à la recherche d'une identification historique. Je suis historien de métier, c'est pas ça. Je dis, le concept de universel est un joli mot, un mot magnifique même, issu de la tradition politique française, et je dis que c'est une escroquerie. En fait, il s'agit d'un État qui met au pas la société. Et la notion de mise au pas de la société, je veux dire, le Parti national-socialiste la veille, il y avait un mot magnifique, alors retirons, ne gardons que le concept. Je pense qu'il vaut mieux retirer ce mot, effectivement. Frédéric Seyss. Ce que vous évoquez comme la mise au pas
Je suis désolé, l'analyse politique sérieuse n'exclut pas, jusqu'au bout. j'espère, le sens de l'humour. Ah, Je sais qu'en France, il faut préciser maintenant, quelquefois, quand on plaisante. Moi, je connais votre sens de l'humour, Emmanuel Todd, mais je trouve que, si vous voulez, ce parallélisme, comme on n'est pas dans une tranche d'humour, peut être mal compris par les auditeurs. Mais je voudrais quand même rajouter quelque chose. On est tout à fait d'accord. Je connais le point Godwin et je sais que c'est un risque pour tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai bien précisé qu'il ne s'agit pas d'identifier les choses. Mais je pense que les gens sous-estime dramatiquement le sérieux de la situation de la France. Vous me laissez terminer ? C'est-à-dire que dans une société qui s'appauvrit, où le système des partis a explosé, je veux dire, où on a une haute bureaucratie qui est aux commandes et qui ne comprend pas ce qui se passe, dans un monde qui est de plus en plus violent, où on a une police, je veux dire, qui mutile la population, qui vote Front National en même temps qu'elle cogne pour Macron. Comment le savez-vous ? Mais il y a des études de l'IFOP, toujours faites par mon copain Fourquet, les forces de l'ordre votent Front National à 50%. Et vous voyez, en fait, il y a une sorte de lien organique. Et moi, j'ai écrit ce livre, pas du tout... le livre est, je reconnais, assez tonique dans l'expression. Mais c'est un livre de dévoilement, et c'est un livre que j'ai écrit pour avertir des périls qui nous guettent. C'est un livre profondément pacifiste, mais qui montre, qui va jusqu'au bout des hypothèses, avec une sorte de cruauté didactique pour montrer... Le problème de l'histoire, c'est de prévoir ce qui n'a jamais été. On va laisser Frédéric Seyss poser une question. Je termine, ensuite j'aurai délivré mon message et j'arrêterai de me battre contre vous. On dialogue. Moi, j'essaye d'en placer une. L'une des hypothèses de mon livre, donc les gens sont dans un modèle d'opposition du macronisme et du lupénisme. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est pas ça, compte tenu de la structure sociale, compte tenu de l'autonomisation de l'État, compte tenu du fait que tout ce que fait l'État maintenant, c'est de la répression violente, et que cette répression violente, je dirais, est faite par des gens qui votent pour le Front National. Je spécule sur une collaboration future. Il y a des violences policières. Je spécule. Au contraire du modèle qui oppose le lepénisme et le macronisme, moi, je spécule sur quelque chose qu'on pourrait peut-être appeler dans le futur le macro-lepénisme, c'est-à-dire une collaboration du macronisme et du lepénisme dans les violences faites à la société. Aujourd'hui, c'est de la politique fiction, et en tout cas, dans le cas des violences policières, même si elles existent, c'est tout concevoir pour que ça n'arrive pas. Bon, Frédéric Seyss, une question. 2 questions même. Deux. Comme mon temps de parole va être limité, je le sens, je ne sais pas pourquoi. Je vais les grouper. Dans votre hypothèse que vous venez d'évoquer, Emmanuel Todd, vous parlez de macrono-lepénisme. Bon, voilà, effectivement, un peu de politique fiction. Le livre ne contient que le macro-bénalisme. Dans ce cas-là, qui serait l'opposition ? Et deuxième question, quand vous parlez de mise au pas, alors on peut entendre effectivement et on peut voir une certaine violence dans l'application des réformes, c'est comme ça que vous l'interprétez en tout cas, mais malgré tout, et même si les Français n'ont pas voté spécifiquement pour cette réforme des retraites, chacun le sait, vous pourrez dire que les Français ont voté Macron par crainte du lepénisme au second tour, mais malgré tout, ils ont tout de même élu ce président dont ça figurait dans le programme, cette réforme des retraites, et y compris ensuite aux législatives, où il n'y avait pas le risque Le Pen, ils ont confirmé leur choix. Alors évidemment, il y a des mécanismes institutionnels qui incitent à confirmer le choix de la présidentielle, mais malgré tout, est-ce que le mot de mise au pas que vous utilisez n'est pas trop fort et ne correspond pas à une certaine exagération ? Je n'ose vous en suspecter, bien sûr. Alors pour le mot mise au pas, en français, je reconnais pour Gleichaltung, je me suis un peu amusé, mais pour mise au pas... C'est mieux d'ailleurs de... Pour mise au pas, terme. Non mais c'était drôle de le dire quand même. Hein, bon, les comparaisons avec le nazisme ne font pas forcément rigoler tout le monde. Non, mais les concepts sont importants. Bon, je voudrais quand même répondre à la question. Je crois que la notion de les gens votent, vous êtes dans cette illusion du les gens votent, le candidat est élu démocratiquement. Mais en fait, on vote dans un système où le gouvernement ne peut pas agir. Donc le système électoral est devenu une totale illusion, puisque Sarkozy fera une politique, Hollande fera la même, Macron, libéré des partis, fera la même en plus violent. Macron n'est pas du tout quelque chose de nouveau, il n'est que la forme hystérisée des politiques libérales anciennes. Donc dire que, en termes techniques électoraux, Macron a été élu, mais dire qu'on a un système démocratique qui fonctionne, c'est absurde. Pour bien faire comprendre les choses, dans le livre, je donne un exemple, vous allez encore sauter au plafond, pour bien montrer que voter et élire, allez-y. Voter et élire, ça n'est pas
suffisant pour la démocratie. Je donne l'exemple et le résultat détaillé des élections danoises de 1943. L'occupant nazi a laissé se tenir des élections au Danemark en 1943 qui ont été remportées par les social-démocrates. Les gens ont pu voter librement. Ça n'est pas la démocratie. Et le problème, c'est que les gens en France ne voient pas, mais ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique aux gilets jaunes, ça s'applique aux grévistes, ça s'applique peut-être que les gens d'en haut comprennent qu'ils ont fait une grosse bêtise avec l'euro et qui n'existe plus à cause de l'euro. Mais les gens ne voient pas qu'ils sont dans une sorte de bocal qui interdit de ce que, la démocratie de ce que votre livre dit. N'existe plus. Emmanuel Todd, vous dites exactement le contraire de ce que votre livre dit. Vous dites la France s'homogénéise. Il y a finalement un problème de paupérisation dans notre pays et finalement, il y a de moins en moins de distance entre le haut et le bas. Je vous ai bien lu. Ensuite, vous greffez là-dessus un inconscient sociétal collectif et un certain nombre de références au nazisme que j'avoue ne pas du tout comprendre. En fait, si on reprend de manière calme votre livre, ce que vous expliquez, c'est que nous avons, en acceptant l'euro, eu tort. Et vous jugez vous-même par rapport à cela que aujourd'hui Emmanuel Todd parle un peu dans le désert puisque un peu plus d'1,8% des Français aux dernières élections ont désavoué l'euro. J'ai une analyse détaillée. Le livre et toute l'idée du livre de départ, qui est un livre d'historien, je me laisse aller à dire ce que je pense, mais fondamentalement c'est un livre d'historien. Je me définis au début comme un vaincu de l'histoire, donc je ne vis pas dans l'illusion. Et je dis que... Vaincu de l'histoire parce que vous êtes contre l'euro et que vous voyez... J'ai dit que ça allait nous mener à l'appauvrissement, on y est, j'ai eu raison, mais je suis un vaincu de l'histoire, parce qu'avoir raison tout seul, c'est avoir tort en histoire, hein, si je peux me permettre de le dire. Et tout le livre est construit sur cette admission d'un paradoxe. C'est-à-dire que l'euro est passé à de justesse. Il a été mis en place, il a eu des effets économiques désastreux dont les gens ne parlent plus en France, mais qu'à l'extérieur, moi je vis dans une littérature plutôt anglophone intellectuellement, je vis à l'extérieur de France intellectuellement, je ne vis pas en France intellectuellement. Je lis des économistes américains, suédois, des trucs des patrons allemands. Donc, échec économique de l'euro absolu qui nous mène à l'appauvrissement, qui nous mène à ces conflits de gilets jaunes, de retraite, qui sont des problèmes d'appauvrissement. Mais dans cette période, et c'est le thème central du livre, l'opposition à l'euro n'a cessé de faiblir. Et je mesure l'affaiblissement de l'opposition à l'euro. Et je cherche à l'expliquer en analysant la structure de classe. J'ai un chapitre complet sur l'évolution des mentalités dans lequel j'utilise à la fois la sociologie de Durkheim et la sociologie plus récente d'Alain Ehrenberg, avec des concepts d'homme que je finis, moi, pour lui, l'homme est fatigué, pour moi, il est carrément diminué. Mais vous voyez, donc, ne m'accusez pas de fausse conscience. C'est un livre d'analyse de mon propre échec, en termes objectifs, et dans lequel je ne m'interdis pas quelques plaisanteries. Emmanuel Todd. En évitant de faire un numéro de vieux qui dit... Oh là là, je l'avais bien dit, vous voyez. Emmanuel Todd, il y a un pays qui représente une sorte d'idéal aujourd'hui pour vous, c'est tout simplement le Royaume-Uni, puisque le Brexit, c'est en quelque sorte la concrétisation de ce que vous appelez sortie de l'Europe, pas d'euro, mais ça c'était le cas auparavant, une défense contre l'immigration. Bref, est-ce que finalement, ça n'est pas votre programme qui est aujourd'hui mis en œuvre ? Non, je donne quelques éléments programmatiques à la fin. Mais si vous voulez, moi je suis anthropologue de l'histoire. Et donc, dans mon livre, je vais dire, l'erreur pour les dirigeants français, c'est d'avoir pensé qu'on pouvait transformer les Français en Allemands, notre peuple. Mais parce que vous considérez qu'il y a des cultures nationales. Voilà, mais je ne vais pas faire l'erreur inverse et commencer à m'imaginer qu'on peut transformer les Français en Anglais. Vous voyez ? Donc il s'agit de voir quelle est la trajectoire historique de la France. La tradition. Qu'est-ce qui empêcherait les Français d'être anglais par rapport au système anthropologique que vous étudiez, Emmanuel Todd ? Alors d'abord, j'étudie dans le bouquin, dans cette analyse de l'homogénéité croissante du système français, j'étudie une sorte de harakiri partiel. Je finis par diagnostiquer la fin de l'action des structures familiales régionales. Il y avait des régions libérales égalitaires, il y a des régions autoritaires inégalitaires. Je dis, ça disparaît, le territoire est plus homogène. Ça correspond aussi à la disparition de la différence
catholique, laïque. Donc vous faites de l'anti-Fourquet par rapport à ça? Oui, mais Fourquet, j'aime pas quand le sondeur qui explique qu'il y a une archipélisation. Et puis, Fourquet n'est pas qu'un sondeur, c'est un type qui pense. Et puis on a travaillé ensemble. Et j'aime pas être mis en opposition avec Fourquet. C'est psychologique. C'est psychologique. Même si on aboutit à des thèses complètement opposées. Mais la tradition française, c'est la coexistence dans l'espace national de valeurs libérales égalitaires et plus minoritaires du tiers des valeurs autoritaires et inégalitaires. Avant, c'était une distribution plutôt régionale. Maintenant, j'ai l'impression, c'est ce que je fais, qu'il n'y a plus de différence régionale, mais que quelque part, les valeurs libérales égalitaires se sont concentrées vers le bas de la société et que les valeurs autoritaires et inégalitaires se sont concentrées vers le haut. Et donc, on va vers des affrontements de classes de plus en plus violents. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que moi, quand je parle de lutte des classes, ça n'est pas pour prôner la violence, c'est pour l'éviter. Mais Emmanuel Todt, juste une dernière question. Comment concilier le fait que vous consacrez tout un bouquin à dire que la France est de plus en plus homogène et la survenue de ces luttes de classe? Parce que les luttes de classe efficaces, c'est tout le monde contre les 1% d'en haut. Et ce que je dis... Mais vous dites que les 1% français sont moins riches, moins puissants que les autres 1%. À l'extérieur, mais en France, ils dominent. Il y a quand même quelques personnes qui s'en sortent fort bien en France et qui de plus... Ce n'est pas ce que vous niez. Et qui de plus gèrent le pays de façon désastreuse. Ce qui est pour moi crucial, c'est l'évolution de cette classe, ce que j'appelle la petite bourgeoisie CPIS, avec en son cœur les enseignants, cette classe qui est ma classe, qui est déjà sorti du macronisme et qui est un peu passé dans le vote vert aux dernières européennes et qui est en train de sortir de la fausse conscience. Alors dans cette vidéo, Emmanuel Todt analyse le déclin économique de la France à travers le prisme des politiques néolibérales et des contraintes liées à l'euro. Il évoque l'impuissance de l'État, les réformes imposées à la société et l'illusion d'une démocratie encore fonctionnelle. Il met en garde contre une dérive autoritaire où les élites pourraient s'allier à l'extrême droite pour maintenir l'ordre face à une population en perte de repères. Abonnez-vous pour suivre donc les analyses politiques les plus percutantes et laissez votre avis en commentaire. La France vit-elle une transition autoritaire ou est-ce tout simplement le Macron, le pénisme qui est déjà en marche? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et on prendra aussi du plaisir à échanger avec vous. À tout de suite.